Et si être créatif ne signifiait pas avoir des idées, mais oser les laisser vivre dans l'écriture, dans le cinéma, dans le militantisme, dans nos liens aux autres? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui avec Ludi Marwood, une artiste qui crée en traversant les frontières plutôt qu'en les respectant. Avec elle, on va parler de cinéma, d'impro, de collectif et d'engagement, d'écriture hybride et de guérison par la création. Et puis à la fin de cet épisode, je l'espère, Ludi partagera peut-être ses conseils pour nourrir notre propre créativité. Comment commencer, comment dépasser la peur, comment garder cet élan vivant, même dans les moments de doute. Alors merci Ludi d'être avec nous. Merci de m'avoir proposé et belle intro, dis donc, beau programme. Merci. Alors avant de plonger dans ton parcours, j'ai envie de commencer très simplement par qu'est-ce qui t'a donné envie de créer pour la première fois et qu'est-ce que c'est que la créativité pour toi? Waouh, tout simplement, des grosses questions. Je ne saurais pas ce qui m'a donné envie de créer, parce que c'est quelque chose que je fais depuis enfant. Je pense que j'ai plutôt grandi dans une famille où on pouvait se permettre de créer, parce que j'ai des parents qui sont les deux psychiatres, donc on avait les moyens, et ils avaient les moyens de me donner accès à ça. Je voyais beaucoup de films, on me lisait des livres, j'avais des jouets, et je pense que ça a aidé, parce que mes parents eux-mêmes venaient de milieux qui leur ont permis, enfin voilà, on connaît les déterminismes qui leur ont permis d'avoir accès à l'art. Donc je pense que c'est surtout ça qui m'a en tout cas donné la possibilité de le faire et de m'y intéresser. Et qu'est-ce que c'est la créativité pour moi, hein, c'était ça la question. Oui. Je vais répondre avec une image. Je pense que la créativité pour moi, c'était quand j'étais enfant, j'avais une caisse remplie de petits personnages et je m'enfermais des heures dans ma chambre pour raconter des histoires avec des petits personnages. Et je vais dire que c'est ça la créativité pour moi. Trop bien. Je crois que je faisais la même chose avec les Playmobil. Yeah. Voilà. Tout le monde jouait au Lego. Je me sentais un peu honteux de jouer au Playmobil. Mais... Alors que c'était trop cool, les Playmobil. Ouais. Trop bien. Et donc, tout le monde ne connaît pas forcément des psys, mais en quoi est-ce que grandir avec des parents psys, ça aide à la créativité? On ne fait pas forcément tous le lien. Ouais, bon déjà de nouveau, comme je dis, c'est parce que du coup on a les conditions matérielles pour la créativité, mais aussi parce que ma mère a une approche, parce qu'elle est pédopsychiatre, donc elle travaille beaucoup avec des enfants, et avec des enfants, tu peux pas les mettre sur un divan et dire parle, surtout qu'elle s'occupe d'enfants qui vivent des violences intrafamiliales, et donc elle a beaucoup développé des méthodes avec les contes, avec des sables colorés, avec des boutons, avec plein d'autres choses. Et du coup, la maison elle était toujours remplie de tout ça. Donc, Wow. je pense que c'est comme ça aussi que ça m'a aidée, de cette manière-là. Incroyable. Ah, le conte aussi qui revient. revient. Oui, je lui ai parlé de Evelyne. Elles vont être mises en lien. Génial. Alors la créativité, du coup, est-ce que c'est devenu quelque chose d'indispensable pour toi? Est-ce que tu pourrais vivre ta vie sans elle? Oh là là. Je réfléchis à ce que je veux dire, pour pas dire de la merde. Ou au pire, j'en dis et c'est pas grave. Ouais, oui. Je pense que non, mais aussi parce que j'ai fait mes études autour de ça. Donc déjà, si je voulais vivre sans créativité, il faudrait que je recommence tout un parcours d'études et ça peut se faire, mais ça prendrait beaucoup de temps. Et je pense que non, c'est trop intégré à mon quotidien, ma façon de vivre, mon rapport aux gens aussi, pour ne pas en faire. Je pensais à ça où j'ai habité 5 ans à Montréal et j'ai hésité à faire de l'impro là-bas parce que j'en ai beaucoup fait ici. Et en fait, j'ai réalisé que c'était devenu un peu ma façon de rencontrer les gens, de faire de l'impro avec et de faire un peu les débiles ensemble. Et que en fait, j'aime pas rencontrer des gens autrement. Donc je pense que ouais, c'est fait. Et après aussi, parce que d'un point de vue plus politique, je pense que l'art, c'est essentiel, même si parfois inutile. Et que, enfin voilà, il faut garder une pratique artistique dans la vie. Ah ouais, on va revenir à ça. Ouais, je préchote. Donc,
t'as fait des études de cinéma, entre autres. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le cinéma comme forme d'art? Ah, c'est une bonne question. J'ai pas réfléchi aux réponses qu'il fallait que je donne. C'est pas grave, improvise. Ouais, c'est ça que je fais. C'est une bonne question, hein. Bah, je pense que je sais pas ce qui m'a attiré. Je pourrais dire ce que j'aime dans le cinéma aujourd'hui. Et je pense qu'un des trucs que je préfère dans le cinéma, c'est cette capacité de braquer une caméra sur quelque chose et du coup de regarder cette chose autrement parce que dans un écran, notamment une réalisatrice, je t'en parle souvent, que j'adore, qui est Sophie Le Tourneur, qui est un peu la maîtresse dans cet art-là. En fait, c'est de te montrer le quotidien et de le rendre le quotidien vivant. Et moi, je pense que le cinéma peut rendre un peu notre quotidien vivant plus que peut-être la littérature qui le fait qu'avec des mots, alors que lui, il le fait avec des images et du son et du montage, ou la peinture ou la photo, parce qu'il n'y a pas de mouvement dans ces arts-là. Donc je pense que je dirais ça maintenant, aujourd'hui. Peut-être que j'aurai une autre réponse une autre fois. Ouais, c'est intéressant. Est-ce que tu crois que c'est peut-être plus universel, le cinéma? Bah, en tout cas, il y a un truc aussi que moi, je pense qu'il faut pas perdre, peu importe les milieux de cinéphilie où on se trouve, c'est que le cinéma, ça rassemble et ça fédère beaucoup de monde. Et en fait, moi, je me dis ça tout le temps. Quand tu rencontres des gens, de parler de films ou de séries qu'elles ont vues, c'est tellement un déclencheur pour créer du lien. Ouais, grave. Et ça, c'est une puissance que c'est vrai que la littérature a eu à un moment donné, notamment avant que le cinéma existe. Mais aujourd'hui, c'est le cinéma et les séries qui font ça. Oui, complètement. Ouais. Plus particulièrement dans le cinéma, tu t'es intéressé beaucoup aux documentaires. Donc là encore, c'est la réalité. Pourquoi? En quoi le réel donne matière à création, à réflexion, je ne sais pas. Bah, j'avais interviewé une fois une cinéaste d'animation et BDiste qui s'appelle Diane Obomzawin. Et elle aussi, elle s'inspirait toujours du réel pour écrire. Et on lui avait demandé pourquoi. Et je vais lui piquer sa réponse. Elle disait, mais en fait, il se passe tellement de choses dans le réel, je vois pas pourquoi j'irais inventer. Ouais, c'est vrai. Je trouve que c'est super. Et aussi, pour le documentaire, pas forcément... Enfin, parce que le réel est sa matière, mais aussi, je trouve que le documentaire... on dit souvent que c'est le parent pauvre dans l'économie du cinéma. C'est quand même un type de film qui est très désinvesti, des gros budgets, et donc paradoxalement qui en est beaucoup plus libre en termes de forme. Et en fait, c'est beaucoup dans le documentaire qu'on va faire des expérimentations formelles, alors qu'en fait, ce qui est étiqueté comme fiction, en fait, c'est souvent très similaire. Même s'il y a beaucoup de diversité, mais enfin le canevas on va avoir un scénario qui va être joué par des personnages, on va monter un récit qui va être plus ou moins linéaire, alors que le documentaire il peut éclater tout ça, et moi c'est ça qui m'intéresse aussi là-dedans. Ouais. D'ailleurs, ces scénarios sont pas vraiment fidèles à la réalité. Bah oui, des constructions. selon les films, mais c'est clair ouais. qu'un Marvel, c'est pas le réel, mais ça on savait, peut-être c'est même pour ça que des gens vont le voir. Ouais. Ouais, super. Et du coup, inversement, est-ce que tes pratiques créatives, elles te permettent d'aborder la réalité différemment, à ton avis? Ou peut-être que je vais reformuler ma question, ou en poser une autre. Est-ce que tu t'échappes parfois de la réalité par l'imagination? Bah, c'est marrant parce que je pense que c'est ce que je faisais beaucoup quand j'étais enfant et ado, il y avait ce besoin que beaucoup de gens ont, et même adultes, hein, mais moi c'était plutôt enfant et ado, de m'échapper. Ou même, je me rappelle comment dire ça, d'avoir des codes de comportement qui étaient des codes qui n'existaient pas. Mais je sais pas, je me rappelle, je regardais les frères Scott et je regardais les expressions que les actrices elles avaient. Je disais, ok, il faut se comporter comme ça dans la vie. Et j'essayais d'imiter. Mais aujourd'hui, je crois que j'aime plus ça. J'aime pas quand ça m'échappe de la réalité, puisque ça veut dire que c'est un film qui lui-même n'est pas en train d'essayer de capter quelque chose. Et je crois que ça m'énerve ou ça m'ennuie. Et aujourd'hui, j'ai plutôt envie de regarder des films pour me redonner foi dans des trucs que je vois dans le réel. Genre, de nouveau, les films de Sophie Le Tourneur, mais pas que. Ou me faire voir quelque chose que j'avais pas vu, ou déplacer mon regard, questionner ma morale. Je crois que je préfère ça aujourd'hui que de m'échapper. Ah ouais. Cool.
Tu fais de l'impro aussi, sans transition? Note à moi-même, apprendre à soigner mes transitions. Ah, c'est trop dur les transitions. Moi, j'ai trouvé super. Euh, l'impro, t'as commencé à quel âge l'impro? J'ai commencé en 7e année primaire, qui n'existe plus aujourd'hui. Enfin, c'est un autre chiffre. Du coup, j'avais 12 ans. Ouais, ok, super. Euh, qu'est-ce que ça vient activer chez toi, l'impro? Bah, du coup, ça fait presque... Bah, ça fait 15 ans que j'en fais. Waouh, délire. Des fois, tu fais le chiffre et t'es... Oh. Je suis l'oiseau flashback. Oui, meilleure blase de slam, hein, franchement. Qu'est-ce que ça vient activer chez moi, l'impro? Je pense que c'est bien des fois, parce que l'impro, ça te fait sortir de ta tête quand tu le... Pas toujours, des fois on n'y arrive pas. Et ça vient activer une espèce de... Je pense que ça réapprend à connecter aux autres, comme on le fait pas nécessairement... Aujourd'hui, en plus, on a beaucoup de gens qui font de l'anxiété sociale, on a beaucoup derrière des écrans, et c'est pas du tout pour blâmer ou comme ça, mais de dire que l'impro, c'est vraiment être dans le moment avec l'autre pour essayer de créer un jeu avec l'autre. Et moi, j'aime bien ça. Et je trouve que c'est bien des fois de faire ça. Ouais, complètement. On est vraiment confronté à l'autre, quel que soit notre état d'esprit à ce moment-là, on y va, quoi. Oui, puis même, on a, enfin, encore plus où on apprend à jouer avec l'autre. Moi, j'avais Mhm. Adrien Knecht un jour qui m'a dit: t'es comme un petit chien en impro qui a envie de jouer dès qu'on lui lance la balle. Et moi, je l'ai pris comme un méga compliment. Puis c'est comme ça que je me sens en impro, c'est de faire un peu je te regarde, je regarde ce que tu proposes. Et ce que tu proposes, on va jouer avec ça. Ouais, c'est ça. Vraiment accepter l'autre. Est-ce que ça réveille des émotions, toute la panoplie des émotions ou certaines en particulier? De faire de l'impro, tu dis? Mhm. Euh, Je pense que ça, surtout la partie justement ludique, j'aime bien aussi dire ça parce que je donne beaucoup d'ateliers d'impro depuis presque 10 ans maintenant. Ouais. Et à Montréal, j'enseignais surtout à des adultes parce qu'à cause de mon permis d'études, j'avais un permis d'études, tu peux pas enseigner aux enfants. Donc j'enseignais à des adultes. Et beaucoup des adultes débutants. Et moi, ce que j'adorais, c'était de les déprogrammer, de leur montrer que, en fait, ils pouvaient se comporter comme des enfants, c'est-à-dire qu'ils pouvaient jouer, inventer des histoires, faire les débiles. Et je pense que ça, c'est pour moi l'émotion principale avec laquelle tu pars en impro et que ça active, c'est ce truc de te déprogrammer, Ouais. Et de jouer. Ouais. littéralement. Le jeu, tu crois qu'on a un peu perdu ça? Mais Il est plus là, est-ce que on ne joue plus. c'est important de jouer quand on est adulte? Bah ouais, de ouf. Attends, je vais faire une théorie fumeuse que je viens d'avoir comme Ouais. idée, mais parce qu'en fait, même si ça a des impacts et des violences très sérieux, toutes ces structures, c'est finalement des rôles qu'on intègre. Tu sais, c'est Sartre qui disait on intègre l'habit en même temps qu'il nous intègre. Je crois quand il parle, je sais pas, d'un garçon de café, qui au début va jouer à être le garçon de café, puis va finir par intégrer l'habitus du garçon de café et à être le garçon de café. Mhm. Et enfin, j'ai l'impression que de jouer en impro, de se rappeler qu'en fait, c'est des jeux, les trucs à la Ouais. base, c'est ultra important. Ouais, complètement, ouais. Se rendre compte peut-être qu'on peut jouer d'autres rôles, justement, qu'on pensait réservés à certains. Mhm. Ouais. Et du coup, est-ce que ça influence le reste de ta vie, l'impro, en dehors des sessions d'impro? Un poison. Pourquoi c'est un poison, l'impro? Parce qu'après, t'as envie de jouer tout le temps. C'est insup. Moi, quand je suis dans des AG militantes et que tout le monde est ultra sérieux, je suis genre, vas-y, on fait des blagues. Je m'ennuie, j'ai envie de faire. En plus, l'impro, un des trucs qu'on t'apprend, c'est à te donner des règles et en fait, il faut que tu les contournes ou que tu t'amuses et que tu trouves un peu la faille. Et moi, du coup, je fais ça tout le temps. Et je pense que les improvisatoristes ont fait ça tout le temps. Je me suis fait convoquer dans des bureaux de profs parce que je respectais pas les consignes à cause de ça. Donc, je pense que ça m'influence aussi. Et après, d'un point de vue plus positif, je crois que, pas immédiatement, mais ça peut aussi aider à rencontrer les gens dans l'idée que du coup, tu donnes une attention aux gens comme quand tu la donnes en jeu, qui est assez cool, je crois, dans la vie, que les gens font pas nécessairement. Ouais, être à l'écoute. Mm-hmm. Ouais. Cool. Et du coup, tu as décidé de créer un local
d'impro. où nous nous trouvons en ce moment. Oui. Où est-ce qu'on se trouve? Au Low Cool. Oh, cool. Oui, tu veux que j'explique? Ah, avec plaisir. Oui, on a créé ce lieu il y a 2 mois maintenant, avec des copaines de l'impro. Et à la base, j'avais juste envie d'un peu reproduire un truc que je faisais à Montréal, qui était un fitness de l'impro, qui était en fait un lieu où on faisait des séances d'entraînement collectives et tu pouvais venir muscler ton jeu et il n'y a pas de prof, il y a quelqu'un qui mène la séance mais qui va jouer tout autant que toi. Ouais. Et là maintenant, comme ça se développe, je suis en train de me dire que c'est aussi en train de devenir un lieu où on essaie de réfléchir au lien entre l'art et la militance et les pratiques qui peuvent se faire, parce que je me suis dit que dans les milieux militants, on parle pas beaucoup de l'art et c'est normal parce qu'on a autre chose à foutre, parce qu'il y a vraiment tellement de dingueries qui se passent et qu'il faut réagir. Mais dans les milieux artistiques, on parle pas beaucoup de militance parce qu'on en parlait beaucoup dans des conférences qu'on a organisées au Low Cool, mais on va te refuser l'accès à certaines salles, enfin voilà. Et du coup, je me disais, c'est cool d'avoir un lieu où on essaye vraiment de créer cet espace pour réfléchir à de l'art militant, politique, engagé, peu importe le terme. Ouais, c'est génial, ouais. Et puis, justement, ça permet de créer des choses, l'art, de créer des mouvements, de rassembler. Oui, je rebondis comme ça avant ta question. Mais Ouais. oui, d'ailleurs, tu le dis mieux que moi, j'oublie des fois les mots, mais l'idée, c'était aussi ça, de créer un lieu collectif, en fait, aussi, où les gens Ouais. peuvent venir, où c'est tellement dur d'être artiste en Suisse et de pouvoir créer des liens, rencontrer des gens, faire surgir des choses. D'ailleurs, on fait pas que de l'impro, on a aussi un ciné-club, on fait des ateliers de cinéma, et on a du slam qui a été fait. Enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment de créer des ponts entre les artistes. Trop bien. Je crois que c'est un truc important, le lien à l'autre. Quand on peut avoir un esprit créatif, mais pas forcément avoir de moyens. On va reparler peut-être des rituels, des choses qu'on peut faire pour s'épanouir un peu plus dans ce sens-là. Mais des fois, on oublie l'autre. On est un peu dans sa bulle. Et moi, c'est un truc dont je me suis rendu compte assez récemment, en fait, c'est qu'il faut... en fait, ça crée des synergies énormes, juste d'être ensemble, et puis des idées, des projets. Voilà. Pour toi, qu'est-ce que la rencontre à l'autre a d'important dans tout ce qui est créativité et même au-delà? J'aimais bien hier, on en parlait avec un réalisateur. Et moi, j'ai l'impression que ce que la rencontre, elle fait, et ça va être bizarre, paradoxal, mais elle met en danger ton art, ou ta façon de concevoir de l'art, parce que tu vas confronter à une autre vision. Et en fait, si tu acceptes cette mise en danger, il va se produire quelque chose. Et c'est pas forcément quelque chose auquel tu as pensé et que tu as prévu. Mais, voilà, j'aime bien cette idée-là, de sortir de ce truc-là. Voilà, je sais pas si c'est clair. Si, ça crée une espèce de contrainte créatrice. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je dis pas forcément que ça va donner quelque chose de meilleur que ce que ça aurait été si c'était que toi qui avais créé, mais ça va donner autre chose et c'est un peu accepter cette autre chose, quoi. Ouais. Et peut-être aussi, est-ce qu'on se lance... moi, j'ai l'impression qu'on se lance un peu plus facilement, parfois même, avec d'autres gens. On sacralise un peu moins la création. C'est pas juste mon précieux. Je crois que ça peut l'être quand même dans des groupes. Des fois, Ouais. c'est dur de lâcher quand t'as un peu une idée. En plus, les Ouais. groupes, ça produit des dynamiques de pouvoir. Il y a des gens qui vont plus s'investir que d'autres. Ça va souvent être le bordel. Ouais, non, ça dépend du contexte. Ouais, ça dépend du contexte. Mais c'est sûr que ça va produire quelque chose qui est intéressant parce que c'est collectif. Bien ou mauvais ou pas, mais moi je trouve que c'est toujours intéressant de se confronter. Je dis toujours confronter, ce qui paraît très négatif, mais moi je le vois comme quelque chose de positif Ouais. à l'autre, au groupe, à la collectivité. Ouais, complètement, ouais. Confrontez-vous. Ceci est un conseil. Alors, ouais, c'est aussi avec les autres qu'on rigole. Et puis,
Moi, j'ai énormément ri ici au Low Cool, et puis de manière générale en impro. J'ai l'impression que c'est quand même... ça active les mandibules, les maxillaires. Ah oui, les mandibules, c'est les insectes, je crois. La mâchoire. On est ravis de savoir que tu as des mandibules, James. Bref, pourquoi la blague, c'est sérieux? Car il faut faire sérieusement de l'humour. Bon, déjà, je sais pas si la blague est sérieuse. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent qu'il faut faire sérieusement de l'humour et tout. Mais je sais pas si, quand ils disent ça, ils veulent dire qu'il faut être rigoureux dans ta pratique. Parce que moi, je me considère pas souvent comme une personne sérieuse qui fait chier à plein de gens plein de fois. Du coup, je sais pas trop comment répondre à cette question. Est-ce que c'est important de rire, tout simplement? Ah bah ça c'est sûr, on en parlait. Je fais que des références à des trucs que les gens étaient pas là, ça va être horrible. Mais hier, on a eu une conférence sur l'humour comme outil militant avec Charlotte Enseigne et Gilles Unefoy. Et on réfléchissait activement à ça. À quoi sert l'humour? Et est-ce que l'humour, plus qu'un outil, est-ce que c'est une arme dans nos luttes, notamment à gauche? Et tout le monde était oui. Et en fait, moi j'adore une anecdote, je fais que des anecdotes, d'un réalisateur. On adore les anecdotes. On adore les anecdotes. D'un réalisateur qui s'appelle Claude Bechtold, qui a fait un documentaire qui s'appelle Riverboom, qui est super. Et qui est un documentaire très drôle de Suisses qui vont faire un voyage en Afghanistan post-11 septembre. Donc il y a les États-Unis, enfin bref. Et bref, c'est tout un truc, mais le documentaire est drôle sans être problématique ou d'asseoir une posture néocoloniale raciste. On vient visibiliser le fait qu'ils sont blancs, les personnes qui sont dans le film, mais justement pour pouvoir acter. Enfin bref, je sais pas si c'est clair ce que je raconte. C'est un super film. Ouais. Et Claude nous parlait de l'importance du rire et il racontait ce résistant dont j'ai oublié le nom pendant l'occupation nazie en France, je crois, et qui a vraiment accompli des actes incroyables, qui a sauvé des gens et tout. Et on lui a demandé un jour c'était quoi la chose dont il était le plus fier. Et il a dit entrer dans le Parlement nazi pour glisser des petites blagues sur tous les chefs du gouvernement, et ça les a rendus fous. Il était le rire, ça fait trembler les puissants parce que c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler. Eh bah ouais. Voilà, c'est plein de détours, mais pour répondre à ça. Cool. Bah ouais, c'est au final le dernier bastion de liberté qui reste au final. Et paradoxalement, le premier truc qui est attaqué quand on a du fascisme ou de l'extrême droite au pouvoir, en France, il y a beaucoup d'humoristes qui reçoivent des plaintes ou qu'on essaye de silencier par des procédures bâillons pour des blagues, genre Pierre-Emmanuel Barré récemment. Alors que je vais pas la citer, après je vais me prendre un procès. Cuvapis. Et Daesh. Exact. C'est-à-dire la police. C'est-à-dire la police. Bah ouais. Du coup, en fait, le système fasciste, enfin, je vais faire un petit aparté vite fait là-dessus, mais en gros, il peut pas résister au fait qu'on puisse mettre en doute la réalité, les gens, leur sérieux, etc. C'est un peu ça qui fait qu'on s'y attaque, je pense. Bah bien sûr. En plus, un des premiers trucs qu'il essaie de faire, c'est empêcher des critiques qui puissent lui être faites. C'est museler les voix et les oppositions pour pouvoir étendre son hégémonie. Et c'est pour ça que Et là, est-ce que le rire, c'est un peu le dernier truc qui le fera trembler, ou est-ce que c'est les premiers trucs auxquels il s'attaque pour pouvoir ensuite atteindre les autres choses, les autres armes et aussi les autres voies politiques? Je sais pas, je suis pas expert dans la question, mais je pense que c'est des trucs qu'il faut un peu se demander aujourd'hui. Ouais, franchement, vraiment à réfléchir. Oui. Et puis bah ouais, l'humour, ça permet aussi de dédramatiser la vie. Enfin, ouais, de prendre un pas de recul sur ce qu'on est en train de vivre. Moi, j'adore l'émission La Riposte de Hakim Omiri, qui commente l'actualité et qui dit d'ailleurs on arrêtera de commenter. Les humoristes arrêteront de commenter l'actualité quand les journalistes arrêteront d'être des clowns. Et moi, j'aime bien qu'ils sélectionnent toujours des petits moments qui se sont passés la semaine d'avant pour te les mettre en valeur et te dire mais regardez comme c'est drôle parce que c'est absurde, enfin, c'est une dinguerie. Et d'utiliser l'humour pour mettre le focus sur le fait que ce qui se passe, des fois, c'est zinzin. Je trouve que c'est super de faire ça. Complètement.
Trop bien. On va embrayer un petit peu sur d'autres sujets. Si Ça, te c'était va. une belle transition. On fait une transition. Musique. Allez, dans le wagon, et nous allons à la prochaine station vers la famille. Oui. J'espère que... Attends, on va tourner comme ça. Il y aura pas Ouais. trop le... Je pense comme ça, c'est bien. Laisse-le dans ce sens-là. Ouais, comme comme ça, ça. je pense que ça vient de là, le truc. Hein. Ok, merci. Vu que c'est directionnel. T'as écrit un livre qui est comme sujet central ta sœur, 3 couleurs de Marion. Je l'ai lu, c'était super, ça m'a beaucoup ému parce que ça m'a ramené à ma propre famille. Enfin, j'ai grandi avec 2 frères aussi, donc il y a un petit côté, une petite similarité inverse. Du coup, en quoi est-ce que ta famille a pu être une inspiration ou certains membres de ta famille peut-être? Bon, déjà, merci de l'avoir lu et que ça t'ait touché, ça me fait trop plaisir. Alors, je vais faire gaucho chiant. Je pense que déjà, je dirais pas que ma sœur, c'est le sujet, mais l'objet du livre. Dans l'idée que, bon, prétexte, ça fait un mot un peu nul, mais l'idée, c'est toujours de trouver un prétexte à écriture et à trouver une forme et une façon d'écrire. Et que là, le prétexte ou l'impulse, qui est peut-être un mot plus honorable, c'était Marion, donc ma petite sœur qui m'a... un jour dit en rigolant « Ah, t'écris jamais sur moi ?» Et moi, je lui dis « Bah, vas-y, je vais le faire sérieusement. » Pour le coup, là, c'était sérieusement. Et donc, après, on a créé ce livre ensemble. Ah, c'était la meilleure transition. C'était une blague, en fait. Broum. Bah, en fait, tout bêtement, c'est peut-être un peu bateau comme question, mais enfin comme réponse, pardon, pas comme question. Ta question était très bien. De dire que ma famille, bah, elle est autour de moi et que on a parlé du rapport au réel et du fait que moi j'aime bien tout ce qui est art qui s'observe, qui observe le réel. Et donc ma famille fait partie de mon réel, une grosse part. Et donc, ça me paraît assez logique de puiser dedans et de regarder. Puis bon, les liens familiaux et la structure familiale, c'est quand même un truc fascinant et assez intéressant parce qu'autant c'est vraiment... c'est quand même le premier lieu de violence. Ça produit tellement de violence. Mais autant des fois, ça crée un soutien que personne d'autre de ton entourage te donnera. Moi, je regardais un documentaire sur une histoire vraiment sordide de 2 mecs, 2 jeunes qui ont tué des jeunes. Et en fait, un des 2 jeunes a été condamné à la peine de mort et l'autre non. Et il l'a pas été parce que son père a témoigné pendant le procès et son père était lui-même prisonnier et condamné pour avoir fait je sais plus quoi. Et en fait, il a pris la parole pendant le procès en larmes en disant que il fallait pas condamner son fils parce que c'était sa faute à lui, qui n'a pas pu lui apporter l'éducation qu'il fallait pour qu'il s'en sorte dans la vie. Et le père raconte qu'il voit les juges partir délibérer et il voit 2 femmes du jury en pleurs et qu'en fait, quand le verdict tombe sur les 10 jurys, il y a 8 personnes qui ont voté pour la peine de mort et il y a 2 personnes qui ont voté contre. Et il suppose que c'est ces 2 femmes-là. Et enfin, de voir que là, pour le coup, c'est l'amour paternel qui a touché tellement les gens que ça a permis de sauver quelqu'un quand même. Donc, je trouve que dans les liens familiaux, c'est un truc ultra complexe qui est trop fascinant à regarder. Ouais, complètement. Qui est ultra fort et qui résonne en chacun au final. Quels que soient nos liens avec notre famille. Ouais. En tout cas, qu'on a tous connu d'une manière ou d'une autre. En tout cas, globalement. Enfin, plus ou moins. Plus ou moins. Et t'as grandi dans une famille créative, tu le disais un petit peu. Est-ce que vous êtes toutes devenues créatives? Je crois qu'on a toutes gardé des pratiques. Ma grande sœur, elle fait du burlesque et de la comédie musicale. Ma petite sœur avait un peu perdu la création et là, elle vient au low cool. Et depuis, elle slam. Donc, on dirait une expression, tu sais, genre,
she slams. Elle slam. Donc, elle a gardé ce lien et elle me le disait elle-même que ça lui avait manqué de faire de la création. Excellent. Ouais. Très bonne slameuse. Ouais. Oui. Elle a pas de blaze encore. Ouais, on trouve ça. Nuage, ellipse. J'essaie de trouver un truc en mode oiseau flashback. C'est pas mal. Je vais réfléchir en cours de... donc écrire, c'est quelque chose que tu fais souvent, à part quand tu as des projets comme ce livre. Est-ce que tu écris Oui, bah moi j'ai une formation en ça. Ma vraie formation, j'ai fait un bachelor et un master en création littéraire à l'Université de Montréal. Okay. Oui, après, il faut avoir le temps. En ce moment, j'ai moins et ça m'embête beaucoup parce que moi, c'est quand même le moyen créatif que j'aime le plus, écrire. Ce qui est paradoxal avec tout ce qu'on a dit parce que c'est quand même être seule, souvent écrire. Même si c'est pas vrai, il y a Chloé Savoie-Bernard qui dit qu'elle écrit jamais seule. Elle écrit toujours avec les voix des autrices qu'elle aime au-dessus de son épaule. Ouais. Ce qui est une autre façon d'être en lien, de se connecter avec ce qui se passe autour de nous. Mais ouais, moi j'écris beaucoup. J'aime beaucoup ça. Écrire, c'est pas seulement être devant le papier et écrire, c'est tout ce qu'il y a autour, j'imagine. Là aussi, il y a peut-être la rencontre à l'autre. Oui, en tout cas, ça dépend des façons dont tu écris, mais c'est sûr que si ton ambition, c'est d'essayer de capter quelque chose, il faut te... Et après, c'est vrai que dans mon livre, c'est clairement la rencontre à l'autre, parce que sans Marion, vu que le livre est structuré autour de 3 entrevues, j'aurais pas pu écrire le livre. Et il a un format assez hybride, ton livre. Il y a des photos, il y a du texte qui n'est pas toujours placé de manière, entre guillemets, conventionnelle par rapport aux normes. Est-ce que tu as voulu... est-ce que tu avais une idée en tête quand tu as pensé à la forme aussi du livre en fait, moi, c'est toujours quelque chose que... Enfin, toujours non, mais c'est quelque chose que, dès le début, quand j'ai découvert la littérature québécoise, qui en fait se permet beaucoup plus ça que les littératures qu'on va avoir en Europe, en France ou en Suisse, ce fait d'éclater la forme, c'est quelque chose que j'ai trop kiffé dès le départ et auquel j'ai toujours un peu essayé de faire attention de manière plus ou moins intense, de réussir à trouver la forme qui va avec l'objet. On dit toujours fond-forme, mais on dit aussi qu'il n'y a pas forcément de distinction entre les deux, parce que la forme va apporter autant. Je dis ça de manière un peu rapide. Et j'ai l'impression que... Parce que du coup, ce livre, je l'ai écrit en 3e année de bachelor, à la fin. À la base, c'était mon projet de fin de bachelor, qu'ensuite j'ai augmenté, parce que j'étais y a quand même de la matière que je peux encore utiliser. Et c'est un peu une exécution presque, sans mauvais jeu de mots, un peu académique de ce truc où, en gros, je voulais que 3 entrevues structurent le livre. Et ensuite, je voulais que les entrevues, elles génèrent des fragments de texte. Et en écrivant, je voulais que chaque fragment de texte porte son objet qui crée une forme spécifique à ce qu'il était en train de raconter. Ce qui donne cette forme hybride, c'était vraiment l'idée que, si je parle... je sais plus ce que je raconte dans le livre. Mais voilà, quand je parle de ma sœur et que je raconte tous les souvenirs que j'ai, c'est structuré en tu. Enfin, il y a plein de phrases qui découlent d'un tu, après d'un je, puis ensuite d'un nous. Et ça, c'était la forme. Quand à la fin, je voulais faire un peu un retour sur ce qu'on avait fait, sur ce projet, c'est une lettre. Enfin, voilà, et il y a plein d'autres... Je sais plus toutes les formes qu'il y a. Il y a les photos aussi qui sont des points de départ à la fin, je crois dans la 3e partie. Ouais, c'est vrai. Et ça t'a pris combien de temps pour peut-être qu'il y a des gens qui voudraient écrire des livres. Je déprime les gens parce que ça m'a pas pris tant de temps que ça. Tu donnes de l'espoir. Je l'ai fait. Le projet devait s'étendre sur une session à l'université, donc c'est 3 mois. Ouais. Et après, je pense que ça m'a pris environ 1 mois et demi pour l'augmenter, le temps de relire et tout. Je sais qu'en plus, il y a des fois des gens qui disent « faut laisser reposer un livre 6 mois ». Et c'est vrai que je pense que si j'avais laissé reposer 6 mois, j'aurais retravaillé d'autres trucs. Mais après, moi, j'aime bien aussi de se dire que l'écriture, c'est aussi, ça témoigne d'un moment. Et que si tu le retouches, c'est plus le même moment. Ouais, c'est pas le même, ouais. Donc voilà, 4 mois et demi à peu près. Après, ça prend plus longtemps à publier.
Ah ouais, ça prend combien de temps Euh, C'est compliqué Bah là, en gros, parce qu'en gros, là, je l'avais envoyé un peu à des maisons d'édition et notamment aux éditions de l'EB qui faisaient un concours du premier roman, Oui. dont j'ai fait partie des 4 lauréats, du coup. Oui, Et c'est pour ça qu'il a été publié. bravo. Merci. Et je l'ai envoyé en été 2023 et il est sorti en janvier 2025. Février 2025. Donc ça a quand même pris Ouais. 1 an et demi à peu près à ce que ça sorte. Ok, intéressant. Alors, est-ce que tu tiens un journal? J'ai essayé de tenir des journaux, surtout pendant le Covid. Et aussi parce que j'avais lu Annie Ernaux qui racontait qu'elle tenait des journaux et qu'elle les montrerait jamais. Et j'étais moi aussi. Ah, Tenir un journal que je ne montrerai jamais. qu'elle utilise probablement, là. Oui, exactement. Mais du coup, j'ai arrêté. Ouais, ok. Non, je posais la question parce que c'est une des techniques qu'on lit parfois dans certains livres pour être plus créatif, qu'on écrive, enfin, qu'on soit dans la littérature ou pas du tout, quelle que soit notre pratique. Toi, est-ce que tu as des petits tips, des trucs qui t'aident ou est-ce que c'est inné? Totalement. Je suis talentueux de naissance. Pour écrire, tu dis? Ouais, Ou être créatif en général? est-ce que pour être créatif. Est-ce que j'aurais des petits tips? C'est une bonne question. Bah, peut-être le petit tips, c'est de faire. Mhm. Et de pas de s'en foutre d'être expert ou pas. C'est hyper bien la rigueur. Et par exemple, si tu as envie de dessiner très très bien, bah, c'est super. Mais si tu as juste envie de dessiner et que c'est pas bien et que c'est moche, en fait, on s'en fout. Mhm. On en parlait avec une amie à moi où on disait en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'injonctions à être le meilleur ou la meilleure et être parfait. Et en fait, c'est OK de genre commencer un art à 45 ans et de pas être le meilleur dans cet art-là, mais juste de le faire parce que bah, tu as envie de produire ce geste créatif. Ouais, complètement, ouais. Donc je pense que ça, c'est un des meilleurs tips, c'est fait. Allez-y. Allez-y, faites. Et soutenez les artistes locaux. Oui, clairement. Tu voulais rajouter quelque chose là-dessus? Non, je crois que c'était bien. Enfin, je sais pas. Est-ce que... C'est super. On a encore quelques questions. Ouais, enfin, je rebondis juste là-dessus, mais moi aussi, enfin, je me suis mis à la peinture alors que j'y connaissais rien et j'ai fait des peintures horribles, mais qui m'ont apporté un plaisir fou juste à faire Des gestes de pinceau. des gestes comme ça, Ah, trop bien. en mettant de la musique et tout. Ouais. Alors, allez-y, n'ayez pas peur. Faites. L'impro aussi, j'ai l'impression que ça peut aider pour ça. Est-ce que tu penses que c'est possible de faire de l'impro chez soi quand on n'en a jamais fait, si on n'a pas forcément de prof d'impro à proximité? Est-ce qu'il y a des petits exercices qui pourraient nous permettre de profiter de ce que l'impro peut donner? Je pense que oui, mais pour le coup, je ferais quand même un peu une mise en garde parce que ça peut aussi faire très peur aux gens et pas leur faire des bons souvenirs si les gens connaissent pas l'impro. Ouais. Après, de toute façon, moi, par exemple, quand je commence à donner des cours débutants, les 2 premiers entraînements, je fais en tout cas pas faire de l'impro, je fais faire des jeux. Mhm. Et il y a des jeux qui comportent une part d'impro qui sont clairement faciles à faire en groupe, le contact, le wikitionnaire, enfin plein de petits jeux comme ça assez marrants. Donc ça, oui, c'est une bonne... Après, je pense que... C'est quoi le wikitionnaire? Oui, c'est... J'explique vite fait. T'as une personne qui dit une onomatopée, genre... chlu. Une deuxième personne dit une deuxième onomatopée, genre mu. Et une troisième onomatopée, genre ka. Donc ça fait chlumuka. Et la 4e personne doit donner la définition du chlumuka. Ah, ok, génial. Ouais. Un jeu très populaire, les gens aiment beaucoup. mais du coup, je dirais oui, mais du moment que tu crées un cadre qui est quand même propice à faire de l'impro et à connecter. Parce que moi, je crois que l'impro, pour le coup, ça rentre de ouf dans ce que tu dis de créer du lien avec l'autre, que tu peux pas jouer de l'impro tout seul, tu peux pas jouer de l'impro si t'es pas en confiance avec les gens et t'as pas envie de littéralement jouer et de t'amuser et faire le con avec les gens.
Et il faut pouvoir créer ce cadre-là pour pouvoir jouer de l'impro. Ouais, complètement. Ouais. Et c'est un cadre aussi, du coup, qu'on peut retrouver dans les luttes. Pour revenir un petit peu là-dessus. Allez. Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de tes projets en cours dans ce sens-là? Tu dis en termes de projet militant ? Ouais. Ouais, bien sûr. Théoriquement, je suis sur la liste d'Ensemble à gauche pour les élections communales de 2026. Oh yeah. Votez Ensemble à gauche, pas nécessairement pour moi. Message subliminal. Donc ça, c'est... Oui, on m'a dit 12% de chance d'être élu. J'étais un peu baissée, si vous voulez. Moi, je milite à Solidarité, du coup, qui est donc un parti de gauche radicale qui est issu d'une scission entre le parti communiste révolutionnaire en 1990, je crois, si j'ai bien suivi l'histoire du parti, et aussi à Marad, qui est un collectif juif décolonial. Je sais pas, quels sont nos projets de réagir aux mesures austéritaires annoncées par le Conseil d'État du canton de Vaud, dénoncer le génocide en Palestine et faire que la Suisse arrête de soutenir l'État génocidaire d'Israël, tous ces beaux programmes. et plus concrètement, moi, ce que j'ai un peu envie de pousser dans ces groupes-là, en fait, c'est même pas ce que j'ai envie de pousser, mais c'est juste que des fois, ça fait un peu peur de militer dans des groupes de gens qui sont tous très calés et très basés sur plein de sujets. Et même toi, quand tu as lu des livres et que tu as l'impression de t'y connaître un peu, tu fais « Ouais, mais j'ai pas une pensée aussi structurée que des gens. » Et du coup, d'avoir de l'humilité sur ça et de me dire d'où je viens et qu'est-ce que je connais. Moi, ce que je connais et là où j'ai des compétences, c'est dans le domaine artistique. Et donc d'essayer de créer des liens entre aussi dans ces groupes-là, en fait, de ne pas faire que dans le local, local, pas le local en termes de... bon, et aussi. Mais voilà, de créer des liens et de montrer que l'art, ça a aussi, comme on disait, cette capacité de rassembler des gens qui viendraient peut-être pas nécessairement à des meetings ou des conférences de chercheurs très niches qui ont travaillé très spécifiquement sur un sujet passionnant. Mais genre avec ma mère, on a été voir un film fait par Olivier Besancenot, qui est donc fait partie du NPA en France, sur le Rouge, qui était le journal de la Ligue communiste révolutionnaire française. Et ma mère n'est pas du tout communiste et elle ne connaît pas non plus très bien, mais elle a trop kiffé et elle a adoré le film. Mais il y avait un des petits vieux qui n'était pas vieux à l'époque de la Ligue communiste révolutionnaire et qui est dans le film et qui raconte. Et elle était trop contente de voir ça. Et du coup, ouais, moi, c'est ça globalement le projet. Génial, ouais. En toute simplicité. En toute simplicité. Mais c'est aussi ça ce que permet l'art, c'est aussi de vulgariser, de rendre accessible même l'accès au militantisme. Ouais, moi je dirais même de moins que vulgariser, plus que vulgariser, de faire comprendre, mais par d'autres moyens que par exemple un texte académique, de vraiment mettre d'autres lunettes que les lunettes scientifiques pour te faire percevoir les mêmes choses. Est-ce que c'est un peu s'engager, est-ce que c'est un peu la continuité de créer, elle est vague ma question. Oui, mais je vois ce que tu veux dire en vrai. Ouais. Dis-moi si je réponds juste, mais de nouveau, si tu veux créer en lien avec le réel, j'ai l'impression que oui. Il faut, parce que sinon tu regardes pas le réel en fait. Ou alors tu t'intéresses pas là où il y a des vrais trucs qui se passent quoi. Donc moi, ça me paraît genre indissociable. Complètement, ouais. Ça peut peut-être même aider à avoir plus confiance, et à la fois en soi et puis en le monde, parce qu'on a un petit peu un rôle à jouer là-dedans. De ouf. Et en vrai, d'ailleurs, moi, on parle de collectif, mais moi, je trouve qu'un des moments collectifs les plus forts qu'on peut vivre, c'est en manif. Un peu moins quand on se fait taper dessus par la police ou recevoir des gaz lacrymaux, mais ce moment où je me rappellerai encore à Montréal, c'était pas une des premières, mais une manif palestine où on était, je sais pas, 6 000, 7 000 personnes, et donc les rues américaines, nord-américaines, c'est des très longues rues
en ligne droite. Et donc, on était tous sur la rue, les 6000 personnes. Et il y avait, du coup, on entendait les gens qui étaient tout devant la manif avec le micro. Et ils demandent un moment de silence. Et ils crient, je sais plus, Free, Free Palestine. Et les 6000 personnes ont crié en même temps Free, Free Palestine. Et t'étais, mais c'est dingos comme moment. Tu te sens tellement genre la masse, quoi. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Ça, c'est ouf. Ouais. Je recommande. Ouais, c'est ouf. Ouais. Génial. Est-ce que tu aurais, c'est la petite tradition dans ce podcast, est-ce que tu connaîtrais une personne que je devrais, que je pourrais inviter sur ce podcast? Tu peux en donner plusieurs aussi. Si Ah tu veux. ouais. Bonne question. Je réfléchis. J'avais quelques idées, mais j'ai envie qu'elles soient bien. Moi, je dirais l'autrice Marie-Lou Ritz, qui est une amie à moi, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Quand papa est tombé malade, qui parle de la prison en Suisse, qui est un peu un sujet mis de côté dans la plupart des cas, et du fait que, comment ça se passe. Donc Marie-Lou, elle est super. Super, ok. Et on a eu Val Beauvais, qui est une auteurice doctorante en littérature, qui écrit aussi des textes, notamment dans un livre de Paulette éditrice. Et c'est super intéressant ce qu'elle raconte. Et elle a vraiment aussi un trait... En fait, c'est que de la littérature que je te recommande. Trop bien. Mais c'est bien les livres, en fait. On n'a pas encore... Donc, je te conseille ces 2 personnes, en tout cas, et sûrement plein d'autres gens que j'oublie. Bien sûr. Alexandre Ruffier et Alexandre Brûlé. Je fais de la liste. Merci à... Tu peux faire des remerciements pour le cinéma. Avec grand plaisir. On va leur demander. J'espère qu'elles accepteront. Et j'espère aussi. Et merci beaucoup pour tes questions. Avec grand plaisir. C'était un moment très, très agréable et instructif. Et militant. Exactement. Engagez-vous. C'est bien. Engagez-vous.